dans votre mensuel C'est grave docteur où on s'intéresse à la santé. Alors c'est un peu exceptionnel en ce mois de septembre puisque c'est le 50e anniversaire de la clinique Saint-Luc Bouge et on va le fêter tous ensemble et notamment ici en plateau avec Adrien Dufour. Bonjour Adrien. Bonjour Corinne. Directeur général de la clinique Saint-Luc Bouge. Oui, directeur général. Directeur général, c'est bien ça. Et le docteur Éric de Flandre. Bonjour Corinne. Éric. Et ici, vous êtes directeur médical Tout à fait. de la clinique Saint-Luc Bouge, mais Et également anesthésiste. Voilà, de formation anesthésiste. Voilà. Alors, peut-être vos fonctions à chacun. Voilà, un directeur général, c'est la direction générale, mais en 2-3 mots, quand ça s'applique à une clinique, qu'en est-il ? Un directeur général, dans sa mission de gestion quotidienne, a le lien entre le conseil d'administration et l'ensemble de la structure pour les opérations quotidiennes. Et donc, on va veiller à l'équilibre des finances, l'équilibre au niveau des encadrements. On va regarder à ce que tous les plans globaux puissent être travaillés, comme la maintenance, l'infrastructure, contribuer, représenter l'image de l'hôpital. Et donc, c'est vraiment un rôle tout à fait généraliste qui s'appuie sur un comité de direction qui est composé d'experts et qui est réparti par département, par métier, comme le département médical, le département de la pharmacie, le département finance, le département des ressources humaines, le département infirmier. Voilà. Un bon travail au quotidien. Oui, un bon travail au quotidien et c'est ce qui donne le côté enthousiasmant de la tâche. C'est qu'au vu du nombre de métiers différents, au vu du nombre de challenges, une journée ne se ressemble pas et voilà, c'est vraiment rempli de défis et qu'on aura l'occasion d'aborder aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, directeur médical, Éric, c'est aussi une grosse fonction que vous occupez. Voilà, mais on gère tout le département médical, les médecins de la clinique, avec des choses très positives, très enthousiasmantes, comme tous les projets médicaux que l'on peut développer pour le bien du patient, en collaboration avec les différentes structures, ça on en parlera. Et comme Adrien l'a dit, on travaille tous en relation les uns avec les autres, département infirmier, département finance et autres. Et puis les aspects parfois un peu plus touchy, on va dire, la gestion des plaintes et autres que les patients peuvent avoir, mais qu'on doit aussi prendre en compte parce que la vie du patient importe. Et donc il faut savoir le gérer. Et ça fait partie aussi du job. Ça fait partie du job. Alors Adrien, vous l'avez dit, il y a un conseil d'administration. Et moi, je propose qu'on regarde, on est allé l'interviewer, le magnéto de Claude Ruol, qui est donc la présidente du conseil d'administration. Eh bien, la mission du CA au sein de la clinique, c'est essentiellement définir la stratégie de l'hôpital, c'est veiller évidemment aux finances de l'hôpital, c'est veiller à avoir des ressources humaines en suffisance. Et le conseil d'administration a aussi décidé, dans un contexte de bonne gouvernance, de faire signer à ses administrateurs une charte qui énonce une série de principes de bonne gouvernance, comme de l'honnêteté, des principes d'intégrité, des principes de défendre exclusivement l'intérêt de l'hôpital. Donc ça, c'est ce qu'on a défini au niveau du CA. Maintenant, il est évident que dans le quotidien, si le CA est un organe essentiel dans un hôpital, tout ce qui est de la délégation pour l'activité journalière est dévolu au directeur général qui, lui, s'appuie sur son équipe de direction. Donc fêter un jubilé, c'est aussi se souvenir d'où l'on vient. Et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage aux dirigeants de la Mutualité chrétienne de Namur qui, il y a 50 ans, ont pris l'initiative de créer cet hôpital dans une ville où il en existait déjà 2. Et donc, je trouve qu'il nous revient à nous aujourd'hui de faire en sorte que nous ayons encore cet optimisme, ce courage et cette persévérance pour faire de notre hôpital un hôpital de référence. Alors, quelques dates, peut-être. Tout commence, ou presque tout en tout cas, au centre de Baumel en 1959, qui est une polyclinique. Au fil du temps, cette polyclinique crée des services hospitaliers et avec l'extension et le développement de ces services, les espaces deviennent trop petits. Et donc, les responsables de la mutualité chrétienne acquièrent un bâtiment à Bouge sur lequel est construit l'hôpital qui est inauguré en 1974. Alors, au fil du temps, cet hôpital, il s'est développé, il s'est modernisé pour faire face à la fois à la croissance de notre activité. Et à côté de l'hôpital de Bouge, il est important de rappeler que nous avons aussi développé des centres médicaux qui sont répartis dans la province de Namur et qui nous permettent d'avoir une médecine au plus proche du patient.
Eh bien, dans l'avenir, notre hôpital devra, plus encore qu'aujourd'hui, faire preuve d'une grande adaptabilité dans un monde qui change sans cesse et qui change très vite. Adaptabilité aux techniques médicales, à la technologie, à l'informatique, mais aussi à un cadre législatif qui change continuellement et au cadre économique. Il faudra aussi nécessairement que notre hôpital ose le défi de l'innovation et de la différenciation. Il faudra que notre hôpital s'ouvre encore plus qu'aujourd'hui à l'extérieur, en renforçant toutes les collaborations avec les acteurs de la santé, que ce soit la première ligne de soins, que ce soit les maisons de repos, que ce soit les autres hôpitaux, puisqu'on est conscient aujourd'hui que ça n'a plus de sens de faire tous la même chose dans tous les hôpitaux. Et à cet égard, il existe quand même une structure en province de Namur qui s'appelle le réseau hospitalier namurois, où nous sommes censés tous collaborer, l'ensemble des hôpitaux de la province de Namur. L'autre défi, et tout le monde les connaît, c'est le défi des ressources humaines et des moyens financiers. Dans un secteur où vraiment il est très difficile de recruter et dans un secteur aussi où les finances sont pour les hôpitaux quelque chose de très fragile. Je pense que notre hôpital devra aussi, plus qu'aujourd'hui, être connecté à son environnement, en relevant des défis tels que le défi écologique. On sait que les hôpitaux et le secteur de la santé en général a une empreinte écologique qui est quand même relativement importante et donc il faudra s'atteler à prendre des mesures. Et puis le dernier défi, et je le cite en dernier, mais c'est pour moi sans doute un des essentiels, ce sera que l'hôpital reste centré sur l'humain parce que l'hôpital est un lieu de relation, la relation entre le prestataire de soins et son patient, la relation entre le patient et le personnel soignant. Et il faudra nécessairement prendre en compte que cette relation elle est unique parce que chaque patient est lui-même unique et singulier. Donc mon souhait est que l'hôpital Saint-Luc de Bourges reste un hôpital d'excellence et pour cela il faudra relever tous les défis que je viens d'évoquer. Alors relever ces défis, ce n'est pas le conseil d'administration qui va le faire seul, ce sera ensemble, avec l'ensemble des forces vives de l'hôpital. Et nous sommes en marche, puisqu'on est en train de travailler aujourd'hui à un plan stratégique qui va définir notre vision dans les 5 années à venir et que ce plan, nous le faisons avec l'ensemble des collaborateurs de l'hôpital. Moi, il y a un proverbe qui me tient bien à cœur et je voudrais le dire, c'est « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Alors aujourd'hui, c'est la fête, c'est un anniversaire, c'est 50 ans, mais bon, il y a quand même toujours derrière ça quelque chose d'important. On ne fait pas n'importe quoi, c'est forcément la gestion financière. C'est très compliqué de trouver une stabilité financière dans un hôpital, puisque finalement l'hôpital c'est la santé et on a envie de donner un maximum. Oui, tout à fait. Alors, pour déjà bien comprendre les enjeux financiers, il faut comprendre que l'hôpital a plusieurs sources de financement, des sources de financement qui sont fédérales, des éléments qui viennent du régional, mais il y a aussi toute l'activité de l'hôpital qui génère également une grosse partie de la masse financière de l'hôpital. Et donc c'est un enjeu entre les réformes qui parfois prônent des économies très importantes, avec un équilibre à trouver pour assumer au quotidien la poursuite des missions premières de l'hôpital. Ces missions premières de l'hôpital sont des missions qui sont orientées vers le patient, vers la santé, mais aussi sur le bien-être de l'ensemble de nos collaborateurs. Et dans nos collaborateurs, c'est tous les métiers confondus. On va parler des médecins, on va parler des infirmiers, mais il y a tout le personnel infirmier qu'on voit moins, comme le personnel technique, le personnel d'entretien, et des fonctions qui sont fondamentales aussi, comme l'officine hospitalière, comme tout le personnel administratif, l'accueil et autres. Et donc toutes ces personnes n'ont pas forcément une source de financement derrière. Les économies viennent parfois ternir les efforts qui sont mis en place. Et donc les enjeux financiers sont majeurs pour vraiment garantir une qualité de prise en charge. Et ça, c'est vraiment notre message de fond en permanence. C'est en aucun cas une insécurité financière ne doit impacter la qualité des soins aux patients, la sécurité des soins aux patients et aux collaborateurs, tous métiers confondus au niveau de l'hôpital. Claude l'a dit dans son magnéto, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est ce qui détermine aujourd'hui la gestion de Bourges, c'est que c'est un modèle en cogestion avec la communauté médicale, un modèle en cogestion avec les différents métiers du comité de direction. Et donc ça, c'est fondamental, c'est dans notre ADN. Alors il y a la gestion financière, l'équilibre. Vous parliez, Adrien, de collaborateurs, c'est 1227 collaborateurs, ça c'est les chiffres de 2023, 206 médecins, 61 personnes du paramédical.
Donc effectivement, c'est toute une entreprise, tout un petit monde, un microcosme. Alors, il y a les ressources financières, Eric, mais il y a aussi les ressources en ressources humaines, donc les médecins et puis tout ce qui tourne autour. Et à ce niveau-là, on a parfois, nous, en tout cas aujourd'hui en tant que patients, et on l'entendra dans d'autres réactions comme les gens qu'Eva est allée trouver dans le micro-trottoir, les gens sont inquiets parce que souvent on se dit il n'y a plus assez de médecins, on a vraiment l'impression que c'est devenu une problématique, on attend très très longtemps pour avoir un rendez-vous, donc les ressources humaines, c'est aussi quelque chose de très compliqué à gérer. Oui, alors comme vous l'avez dit, l'hôpital c'est un tout, c'est une entreprise. Pour l'instant, dans le monde hospitalier, et ce n'est pas propre à notre clinique, les ressources humaines en pénurie principale sont surtout dans le domaine infirmier. On a encore assez préservé ici à Bouges parce que nous avons mis une série de choses en place pour le bien-être du personnel et l'attractivité du personnel, mais ça n'empêche que cela reste une des priorités. Ça, c'est la partie infirmière. La partie médicale, pour l'instant, on ne se fait pas encore trop ressentir, mais on va tout doucement arriver dans les années numerus clausus qui vont sortir maintenant de spécialisation. Et donc, on s'attend à une baisse de médecins efficace, dire sur le terrain, dans l'année à venir, puisque on aura des départs à la pension et les arrivées ne permettront pas de compenser tous ces départs. Donc il faudra se réinventer, comme on l'a fait pour d'autres métiers, et envisager simplement la dynamique différemment. Après, ressources humaines, c'est aussi, Adrien a parlé de qualité des soins, c'est une chose qui est importante pour nous. Une chose que l'on met souvent en avant quand on s'y bouge, c'est l'empathie des soignants par rapport aux soignés. Et ça fait partie aussi de la relation humaine, et je pense que beaucoup de collaborateurs sont ici à Bouges et sont heureux d'être à Bouges parce qu'on a justement cette relation de soins de qualité, mais également de soins empathiques. Parce que c'est un plus petit hôpital, c'est plus familial, c'est une structure, c'est pas comme les gros hôpitaux universitaires, ça joue beaucoup ça Voilà, on a fait une enquête auprès des médecins généralistes namurois ici en juillet-août avec Adrien, et les résultats ont démontré ce qu'on savait déjà, mais ça permet de le remettre en avant. Bouges, c'est quoi? C'est un hôpital de taille familiale, de proximité, on n'est pas loin de centre-ville, et nos antennes, comme Mme Ruol en a parlé, sont toujours proches des patients. Qualité des soins, empathie, et ce côté familial, tout le monde se connaît à Bouges. Quand on veut un avis médical, un avis infirmier, un avis paramédical, on a facile de l'avoir parce que tout le monde se connaît, c'est une grande famille. Une bonne communication, et puis ça rassure c'est essentiel. les patients, je pense. C'est essentiel. D'arriver dans une plus petite structure, souvent c'est rassurant. Et les patients le disent aussi. Vous connaissez tous, et donc ils vont voir un médecin spécialiste dans telle pathologie, ou une infirmière, ou un kiné, et directement on peut avoir l'appel d'un autre confrère ou d'un autre collaborateur. Alors on va beaucoup parler du présent, mais aussi on va parler du futur aujourd'hui. Mais comme c'est le 50e anniversaire, c'est aussi l'occasion de se souvenir. Et nous, on est allé trouver des anciens qui ont travaillé ici dans cette structure hospitalière dès le départ, et parfois même, on va l'entendre, avant le début de la construction. Donc je propose qu'on les écoute. Depuis 1976, à peu près 2 ans après l'ouverture, jusqu'en 2011, j'ai fait toute ma carrière là-bas, comme anesthésiste donc. Et quand nous avions commencé, nous étions 3. Quand j'ai terminé, nous étions 10. C'est pour un peu vous situer l'évolution du service. C'est un tout nouvel hôpital avec les meilleurs appareils, les meilleures techniques, avec des collègues qui étaient plutôt jeunes. Donc c'était très dynamique. Et je pensais qu'on pouvait y faire certainement du bon boulot. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé après. Et c'est certainement pour ça que j'y suis resté aussi longtemps aussi. Quand on a ouvert Saint-Luc à Bouges, avant d'ouvrir, moi j'ai fini à l'école donc en 74, on a demandé donc que j'aille travailler un petit peu à Saint-Luc, à Baumel d'abord, et puis alors à Bouges, où j'ai été mettre un petit clou au-dessus de chaque porte avec un crucifix. Et puis, à l'époque, on pouvait fumer dans les chambres. Donc, j'ai déposé dans chaque chambre, sur les appuis de fenêtre, un vase
et un cendrier, puisque l'ouverture s'est faite le 21 septembre, mais on a commencé en hospitalisation le 23 en fait. Donc voilà, et moi j'ai été dans le grand hall où tout le monde était réuni. Et c'était un peu comique parce qu'en fait, on avait des hôtesses à l'époque qui étaient là pour accueillir les patients, habillées avec un ensemble rouge, un chemisier blanc, et elles portaient les valises des gens dans les étages, en fait. Et moi, j'ai été donc embarquée pour l'orthopédie. Donc, ça a toujours été mon bébé, l'orthopédie. Donc, j'ai travaillé là jusque dans les années 80, passé, hein, ouais, dans les 80. Et puis alors, je suis partie dans les consultations, donc toujours de Saint-Luc, puisque c'était la SBL Santé Prévoyance. Et donc, on pouvait aller travailler dans tous les départements, je vais dire ça comme ça. Et j'ai travaillé donc jusqu'en 2019. Bien amusé, bonne équipe, bien entendu, des chouettes médecins, des chouettes copines surtout. Je connais l'hôpital comme personne ne le connaît, parce que l'hôpital, avant d'être construit, il est conçu par l'architecte, et l'architecte n'était autre que mon père. Donc, je connais l'hôpital déjà sur plan. À l'époque, on recopiait les plans pour avoir un peu d'argent de poche et remplir son réservoir de moto. Et donc, je connais la clinique comme personne ne la connaît, puisque je l'ai connue à la conception, je l'ai connue pendant tous les travaux. Je faisais des chantiers avec mon père, sans savoir que j'allais arriver un jour dans cette clinique comme stagiaire, comme jeune médecin, comme jeune chirurgien et comme chirurgien senior. Et donc, cette clinique a ouvert le 27 septembre en 74. Et effectivement, la veille, j'étais en train d'accrocher tous les lampadaires avec mon père, sans encore une fois savoir que j'allais continuer pendant plus de 40 ans dans cette clinique. Mais donc voilà, pouvoir comme ça lancer un projet tel que la chirurgie cardiaque, c'était pas seul. Il fallait être en équipe, il fallait convaincre les anesthésistes, les réanimateurs, le laboratoire, il fallait convaincre aussi tout ce qui était kiné, la cardiologie aussi, parce qu'on ne fait pas de chirurgie cardiaque sans cardiologie. Donc tout ce projet, on est parvenu en équipe à le sortir, à le faire naître. Et c'est un projet qui vraiment tire toute la clinique vers le haut. C'est comme ça que tout change quand on prend un service lourd. Et la clinique n'avait pas de service lourd. Les autres avaient les urgences, la dialyse, etc. Donc nous, à Bouges, il n'y avait pas de service lourd. Donc c'était une raison de plus d'essayer de pousser à l'ouverture d'un service de chirurgie cardiaque. Et voilà, puis les débuts, comme toujours, sont un petit peu houleux, avec des avancées, des reculades. Et puis alors, les jeunes sont arrivés. Et maintenant, c'est comme je vous disais, c'est devenu un service vraiment de référence. Assez étonnant quand même de découvrir que le docteur Méry est venu avant que l'hôpital n'existe, avant qu'il n'y soit chirurgien, qu'il est venu ici avec son papa pour le construire, ça c'est amusant. Les anecdotes d'Annie aussi. Alors on voit que ça a beaucoup évolué en termes de personnel, mais si je reprends ce que Annie a dit, aussi ce que Claude a dit dans son magnéto, elles parlaient toutes les deux en fait du départ, des gens qui avaient osé la mutualité chrétienne. Et je me demandais, moi, 50 ans après, est-ce qu'on a encore les coups des franges pour oser de cette manière-là ? Mais donc il y a évidemment plusieurs choses. Je pense que les témoignages qui sont donnés ici montrent à quel point il était important d'être audacieux à une époque et montrent aussi qu'est-ce qui pourrait qualifier l'ADN de Saint-Luc-Bouges. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ces témoignages aussi nous ramènent dans le fait de dire que pour savoir vers où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. Et donc de se dire, effectivement, il y a eu des personnes qui ont été visionnaires à un moment donné, de permettre la création de cet hôpital, mais il y a aussi une vision médicale très forte à l'époque, avec des pionniers dans leur domaine, qui ont vraiment porté un projet médical fort dans une province où il y avait déjà plusieurs structures hospitalières. Et là, vraiment, il est important aujourd'hui de se dire, l'audace paye, la différenciation paye. C'est quelque chose qui était important, et Claude l'a dit aussi dans son message. Être dans une vision de différenciation, créer une valeur vraiment pour le patient, pour la communauté, est quelque chose qui va être fondamental. Et donc aujourd'hui, l'audace doit encore payer, le fait de vouloir aller vers l'avant doit encore payer, bien évidemment, mais le cadre réglementaire entre il y a 50 ans et maintenant,
Ça a changé, ça a évidemment. fortement changé et c'est venu vraiment alourdir beaucoup de choses. Oui. Et donc, est-ce que la créativité et l'imagination est un peu bridée aujourd'hui? Non, mais elle n'est pas financée, entre guillemets. Et donc, aujourd'hui, c'est comment créer avec audace et offrir vraiment une offre de soins, une qualité de soins, une qualité de prise en charge, vraiment de manière inventive, de manière créative, toujours au bénéfice du patient et de la communauté. Alors vous l'avez dit Adrien, on l'a entendu avec le docteur Méry, le fait d'être pionnier, etc., le fait d'oser, la créativité, par rapport justement aux recherches ici, parce que voilà, les recherches, est-ce qu'il y en a ici à Saint-Luc? Est-ce que le personnel continue à se former de manière continue? Et est-ce que ça fait aussi partie en fait de l'ADN ici, dans le présent à Saint-Luc? Quels sont Oui. les points forts finalement? Oui, certainement. Alors, il y a trois parties dans la question. Dans les médecins qui ont lancé la clinique, ils étaient visionnaires. Ils ont osé, comme l'a dit Adrien. Ils ont fait à l'époque une médecine intégrée, alors que partout ailleurs, tous les services étaient cloisonnés de service en service. Ils ont fait une pratique intégrée. Et cette pratique intégrée est toujours la règle à Bouge maintenant. Et elle commence à l'être ailleurs aussi. Mais eux, ils l'ont lancée ici. Et cette pratique intégrée est un des points forts de Bouge. Après, on a une série de services, comme vous l'avez dit, qui sont performants. Si je peux juste me permettre, docteur, quand vous parlez d'une pratique intégrée. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloisonnement entre, par exemple, la cardiologie et la pneumologie. On arrive à avoir des liaisons très fortes entre les différents services, entre la partie médicale, cardiologie, et la partie chirurgicale, chirurgie cardiaque, par exemple aussi. Et donc, un patient n'arrive pas avec un problème qui est limité à une chose. C'est un tout, un patient. Et il faut arriver à prendre ce patient dans son ensemble. Et donc, ça, c'était la vision de nos prédécesseurs qui étaient vraiment précurseurs dans le domaine. Ça, c'est la partie 1. La partie 2, les points forts de Bouge, je pense que tout le monde le sait un petit peu. On a beaucoup de chirurgie orthopédique, cardiaque, la cardiologie, la pneumologie, la médecine interne générale est également fort présente chez nous. Mais j'ai tendance à dire que tous les services tendent vers l'excellence et ils le tendent notamment par la recherche. Pour un hôpital de taille petite comme le nôtre, hein, on a 300 lits. Voilà, 302 lits, 302 exactement. lits. 92 927 journées d'hospitalisation classique en 2023. Voilà, donc on a peu de lits, mais on les fait tourner de façon efficace. Et on a depuis toujours un ADN de la recherche, un ADN de l'accompagnement des médecins assistants, mais des stagiaires de toute autre discipline également. Et cette recherche permet, un, de faire progresser la médecine, mais deux, ça nous permet aussi de nous comparer par rapport aux standards de bonne pratique internationaux. Et quand on est bien, c'est bien. Quand on est moins bon, on travaille pour relever le niveau. Et alors, il y a la formation en continu aussi? Et la formation continue, qu'elle soit médicale ou qu'elle soit du personnel infirmier et paramédical, on l'incite, c'est plus le domaine d'Adrien que le mien pour le paramédical et les infirmiers, mais on l'incite vers l'extérieur avec des conférences extérieures, mais également en interne, on fait énormément de formations en interne, parce que je pense que c'est un tout collaboratif entre les différents métiers de l'hôpital. On parle de collaboration, les collaborations elles sont au sein de l'hôpital, mais aussi vers l'extérieur, et ça aussi c'est important, sinon c'est difficile d'être tout seul dans son coin. C'est difficile d'être tout seul dans son coin, et c'est aussi une des caractéristiques de la clinique, c'est qu'il y a toujours une volonté de pouvoir collaborer et de vraiment vouloir collaborer avec les autres structures. Alors, si on décompose les autres structures, eh bien, nous avons des accords de collaboration, entre autres avec le CHR de Namur, pour tout ce qui est chirurgie cardiaque, pour tout ce qui est cardiologie. Ce qui fait que depuis des années, sous l'égide du CNAC, on travaille en collaboration de manière assez importante. On travaille aussi en collaboration avec le CHU UCL Namur sur les cancers rares. C'est une collaboration qui est plus récente, qui trouve ses marques petit à petit, mais c'est une collaboration qui est très intéressante. Après, on va s'étendre au-delà du champ des hôpitaux, bien sûr, sans rentrer de manière trop exhaustive dans le débat, puisqu'il y a, exemple, le véhicule d'urgence, le SMUR, qui est aussi partagé sur la place de Namur. On va étendre encore un peu plus et on va regarder les partenariats avec les maisons de repos et de soins. Et là, nous avons une excellente collaboration, par exemple, avec les maisons de repos et de soins d'accueil et solidarité. On peut encore étendre un petit peu avec tout ce qui est aide et soins à domicile.
Après, les partenariats, on peut avoir une vision qui est une vision plus service de santé, mais vraiment des partenariats fondamentaux. Eric l'a cité tout à l'heure, c'est toute la collaboration avec la médecine générale qui est fondamentale en termes de garantir une chaîne de prise en charge au niveau des patients. Et puis, on peut encore regarder un tout petit peu plus loin, c'est comment se positionne-t-on en termes de partenariat, de collaboration avec les instituts de formation, par exemple. Eric a à cœur de travailler avec le monde académique. Nous avons à cœur de travailler avec toutes les structures d'enseignement qui peuvent permettre aussi de répondre à des défis en termes de ressources humaines. Et donc, ces partenariats se multiplient au fur et à mesure. Nous avons des charges de cours, nous avons, entre guillemets, des opportunités de rencontrer aussi les futurs professionnels, vraiment pour leur transmettre aussi l'ADN de Saint-Luc et leur contribution demain à quelque chose. Et les prochains partenariats, si je puis le dire comme ça, c'est d'être de plus en plus ancré dans la communauté. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que on doit lever un voile sur tout ce qui est promotion et prévention de la santé. Et cette promotion, cette prévention de la santé, elle ne peut se faire qu'au chevet, non pas du patient, mais du citoyen. Et donc, on change un peu de paradigme. On disait, mais avant, le patient était à l'hôpital, point à la ligne, ou chez le médecin généraliste. Et maintenant, c'est l'hôpital qui va être au chevet du citoyen aussi, dans son rôle de proximité, d'information et d'hyper-spécialisation. Et donc, effectivement, nous ne nous positionnons pas dans le fait de remplacer des structures existantes, mais de venir compléter vraiment cette chaîne de prise en charge, cette chaîne de soins. Et n'oublions pas, la santé doit être un droit pour tous. Et comment les structures hospitalières peuvent contribuer à ce droit pour tous, si ce n'est d'être et de considérer la santé comme une santé communautaire et pas uniquement de gens malades. L'aspect préventif, on en parlera, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Adrien, qui est plus ancré dans certaines cultures d'ailleurs que la nôtre. Mais avant de s'intéresser au futur, parce que 50 ans c'est bien, mais il y a aussi toute la suite, je propose qu'on écoute un petit peu ce que les anciens pensent du présent à l'hôpital aujourd'hui. L'informatique prend une place incroyable, partout. Et il est bien dit, l'informatique a sa place, mais ne doit pas prendre toute la place. Ça, c'est clair. Et donc, il faut garder raison, comme on dit. Et surtout, garder le premier but d'une clinique, c'est d'accueillir le patient, de le rassurer, de lui expliquer, de lui répondre, de l'aider. Et ça, les médecins font leur part, plus ou moins bien, mais souvent tout de même dans le sens bien. Les infirmières, elles sont admirables. Elles sont toujours là pour le patient. Malheureusement, elles sont trop peu nombreuses. Et ça, c'est vraiment, pour vous répondre à la question, l'avenir. Il faut que la direction mette à l'avant le personnel infirmier. Je compte infirmier, c'est toutes les personnes qui travaillent dans la clinique. Et parce que quand je passe régulièrement à la clinique, je passe au bloc opératoire encore la semaine dernière, les échos que j'ai, elles sont submergées. Ils doivent faire appel à des intérimaires, ils doivent faire tout le temps. L'évolution, c'était bien sûr l'introduction en chirurgie de toutes les techniques endoscopiques, c'est-à-dire qu'on fait l'opération, mais par des petits orifices, par des petits trous, comme on dit aux patients, avec tout un matériel très sophistiqué. Avant, on ouvrait un peu plus, et on faisait avec nos mains. Ça marchait très bien, ça allait très vite. Mais c'est comme ça, c'est la mode. Mais c'est vrai que ça apporte tout de même un certain confort. Et donc, toute l'évolution était vers ça. Et en chirurgie cardiaque, c'était justement toute la pathologie des pontages coronaires, toute la chirurgie cardiaque qu'on réalisait en arrêtant le cœur. Rapidement à Bourges, on était dans les premiers, on a réalisé ces pontages sans arrêter le cœur. Donc c'est les pontages off-pump, donc sans pompe. Et donc ça a fait vraiment la réputation de Saint-Luc, avec mes jeunes confrères qui ont très bien repris le relais. Moi je n'ai été que là qu'au début, mais il en fallait un tout de même, comme on dit. Et alors au niveau général de l'hôpital, j'ai vu des services s'étoffer considérablement, par exemple la cardiologie, la chirurgie cardiaque qu'on a commencé, l'orthopédie qui s'est fort développée, et d'ailleurs tous les services, urologie, chirurgie abdominale,
On a commencé à faire de la chirurgie par célioscopie, par exemple, qui n'existait pas quand on a commencé. Et donc j'ai vu que les techniques étaient de plus en plus performantes. Au début, c'était beaucoup les moyens techniques que nous, en anesthésistes, on avait. Donc j'ai parlé des monitorings, il y a aussi les respirateurs, et puis on a commencé des techniques par écho et d'autres choses. Donc c'était, oui, au début technique, et après thérapeutique aussi, oui. J'ai vu une évolution et une amélioration des résultats. Voilà, je me dis c'était petit au début, puis il y a eu beaucoup de construction. Ça a été vraiment, je vais dire, énorme au point de vue structure et tout ça, quoi. Il faudrait que ça continue comme ça. Mais je pense que M. Dufour, notre directeur maintenant de Saint-Luc, je pense qu'il fait quand même pas mal de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le problème pécunier aussi. Hein. Donc maintenant, il a mis tout ce qui était au niveau, je vais dire, panneaux solaires. Donc c'est important. Hein. Ils ont refait des blocs. Mais bon, tout ça a un coût aussi. Donc il y a l'économie qui est là-dedans. Hein. Il faut que ça suive. Hein. Donc voilà. Alors Adrien, Annie le dit, ça s'est beaucoup étendu, il y a eu beaucoup de constructions. Est-ce qu'il y a encore des constructions prévues? Oui. Donc, nous avons rentré un plan de construction au niveau de la région Wallonne en 2023 pour lequel nous avons obtenu un subside de 77 millions d'euros pour étendre l'hôpital avec 2 bâtiments complémentaires qui vont longer de part et d'autre la structure actuelle pour augmenter le nombre de salles d'opération, pour améliorer le flux au niveau des urgences, de l'imagerie médicale. Mais attention que derrière ces plans de construction d'infrastructures, il y a aussi toute la maintenance dans le bâtiment et toute la rénovation des services. Et donc ce sont aussi des enjeux colossaux pour lesquels, dans ce plan de construction, on retrouve aussi cette rénovation. Et donc on est sur un plan quinquennal qui se lance ici en 2024 avec un horizon qui est 2029. Alors, on a également abordé avec le docteur Méry le fait qu'au niveau technologie, ça avait beaucoup évolué, hein, parce qu'il expliquait, lui, ses opérations, il les faisait, il n'a pas dit à cœur ouvert, je ne sais plus comment ce qu'il a utilisé, mais en tout cas, il ouvrait beaucoup. C'est devenu de moins en moins invasif quand même, la médecine aujourd'hui. Et au niveau de technologie, Saint-Luc se positionne comment ? Alors, d'un point de vue général, la médecine a fortement évolué au cours des 15-20 dernières années. Ça fait maintenant, je ne suis pas encore un ancien, mais je commence à prendre de l'âge. Ça fait 22 ans que je suis dans le monde de l'anesthésie. Si je prends une prothèse de hanche, par exemple, quand j'ai commencé ma formation, ces patients restaient 10 à 12 jours à l'hôpital. Maintenant, on les fait en hôpital 2 jours. Ils rentrent le matin et ils sortent le soir. Et tout cela est rendu possible grâce à des techniques chirurgicales et anesthésiques, c'est toujours une combinaison, de moins en moins invasive, de moins en moins, on dit, délabrant pour le patient, ce qui veut donc dire des incisions plus petites. L'apport de la célioscopie, Yves Goldberg en a parlé, donc c'est la chirurgie assistée par une caméra. Et forcément, à partir du moment où on a moins de répercussions sur le patient, il se porte plus vite mieux après l'opération. Et donc, c'est tout l'essor de l'hôpital de jour ou en tout cas d'un hôpital de court séjour, 2-3 jours à l'hôpital, grand maximum maintenant. Nos durées de séjour excèdent rarement cela pour les pathologies. Alors, il y a 2 aspects à cet aspect technologique. Il y a effectivement le fait que c'est moins invasif et puis il y a des nouveautés qui vont faire qu'on peut soigner peut-être aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas soigner avant. Oui, c'est un progrès constant et un changement parfois de discipline. Si je reprends la chirurgie cardiaque et la chirurgie notamment de la valve aortique, il y a encore 20 ans, on devait ouvrir le sternum, arrêter le cœur, remplacer la valve. Maintenant, dans une série de cas, pas encore tous les cas, mais dans une série de cas, on le fait simplement en abordant
à travers l'artère radiale ou une artère fémorale, sans ouvrir le thorax du patient, sans arrêter le cœur. Et ces patients-là, le lendemain de l'opération, ils sont chez eux. Donc voilà, C'est des fameuses avancées. ces fameuses avancées. Et il faut s'adapter en permanence. Et c'est ça qu'ici à Bouge, on a toujours eu, on l'a dit au départ, la réactivité par rapport au changement. Il faut savoir prendre la balle au bond et ne pas s'arrêter sur on l'a toujours fait comme ça, Oui, c'est ça. que du contraire, on rebondit, on avance et on va vers Constamment avancer, constamment. évoluer. Le docteur Méry l'a aussi dit, c'est que ça avait été un service au départ, un service fort, la cardiologie. Je crois avoir entendu dire aussi que ça l'était toujours. Est-ce qu'effectivement, on peut toujours dire ici qu'à la clinique Saint-Luc de Bouge, ça reste un service phare? Sans jeu de mots, c'est le cœur de l'hôpital, on va dire. Ben voilà. Cardiologie, chirurgie cardiaque reste un des gros points forts de l'hôpital. Mais comme je l'ai dit tantôt, j'ai 25 services médicaux et pratiquement tous les 25 sont à la pointe. Et on a aussi des services un peu moins médicaux comme le laboratoire de biologie clinique, par exemple, qui est tout à fait à la pointe et qui est une référence en la matière. Mais certainement, la cardiologie et la chirurgie cardiaque à Bouge restent clairement un point fort à Fleuron. C'est intéressant à savoir pour le patient et pour le citoyen de manière générale. On connaît très peu finalement son hôpital quelque part. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, que vous êtes là en tout cas. Alors au niveau avancée technologique, il y a aussi toute la partie informatisation des dossiers médicaux. Ça a déjà commencé, puisqu'on peut avoir effectivement son dossier sur le réseau Santé Wallon, qu'on peut consulter plus facilement, mais ça va encore aller beaucoup plus loin, ça. Oui, ça va encore aller plus loin. On peut parler de présent par rapport à ça. Bien sûr, mais donc au niveau présent, je pense que c'est déjà de ne pas parler d'informatisation, mais de digitalisation. L'informatisation pourrait être considérée par, on remplace une feuille papier par un document Word. Tandis que la digitalisation, c'est le processus complet informatique qui va vraiment faire qu'une donnée encodée à un endroit est disponible pour toute une série d'acteurs et il n'y aura pas de travail de réencodage et on va déclencher une chaîne d'automatisation derrière cela. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc aujourd'hui, Saint-Luc Bouge, par rapport à ce phénomène de digitalisation et par rapport au dossier patient, il est dans quoi? Tout simplement, on change tout ce qui est dossier médical, dossier infirmier, électronique qui était déjà en place depuis bon nombre d'années, mais qui travaillait en silo, pour mettre maintenant un logiciel qui va travailler de manière transversale et qui sera unique pour tous les métiers de la santé qui tournent autour du patient. Et donc ça veut dire que concrètement, ici en fin d'année et sur le premier semestre 2025, nous allons mettre en place ce nouveau dossier. On commence d'ailleurs un test en gériatrie qui sera décliné en novembre dans tout l'hôpital pour passer d'un système en silo à un système qui sera transversal et digital et qui va permettre d'évoluer vers d'autres éléments avec plusieurs priorités. Un, c'est la qualité de prise en charge, la qualité des données et diminuer aussi la charge au niveau des professionnels de la santé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que même si on est un hôpital informatisé, nous ne sommes pas un hôpital digital. Et l'hôpital informatisé pèse encore très lourd dans du réencodage, dans des éléments de suivi, de se dire est-ce que l'information a été bien encodée à un bon endroit. Et c'est une révolution qui est en place, enfin c'est une évolution plutôt qu'une révolution, mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les structures qui nous entourent, donc que ce soit l'INAMI, que ce soit la région, que ce soit le fédéral, doivent aller dans ce même sens, de pouvoir supporter toute cette digitalisation. Et donc aujourd'hui, c'est un challenge, et le challenge aussi, c'est de pouvoir collaborer avec les autres hôpitaux et avec les autres parties prenantes dont on a discuté tout à l'heure, ou les autres partenariats, vraiment pour ne plus avoir, entre guillemets, le rêve, c'est un écosystème de santé où les données permettent de conduire le suivi du patient. Alors ça a un côté rassurant pour le patient et facilite aussi la vie du patient parce qu'il se dit voilà, mon dossier est consultable par tous les médecins, mais du coup, qu'en est-il de la sécurité des données? La sécurité des données, c'est un enjeu quotidien. Alors, c'est connu, dans notre parcours, nous avons eu malheureusement une cyberattaque. Aucune de nos données n'ont été remises en question, mais nous avons renforcé tous nos systèmes. Maintenant, il y a des dispositifs légaux qui existent, comme le GDPR pour la protection des données à caractère privé. Il y a toute la loi, toute la législation sur la conservation des données, sur la confidentialité. Et donc, comment l'hôpital construit sa stratégie de données pour préserver,
la confidentialité, l'anonymat, et éviter aussi une fuite de données potentielle, puisqu'on va travailler sur les deux, et que cette donnée, dans son unicité, puisse être utilisée aussi pour faire progresser la médecine. Pour, en effet, la prise en charge du patient, mais aussi faire progresser la médecine. Et donc aujourd'hui, l'hôpital déploie des stratégies basées soit sur de la sécurisation de ce qu'on va appeler le stockage, là où on met les données, soit de la sécurisation du réseau, là où les informations circulent, soit de la sécurisation d'accès, les personnes qui ont accès, comment donne-t-on accès à ces personnes. Et donc on va vraiment déployer ça. D'autant plus que les structures hospitalières, il y a encore un rapport récent qui l'a montré, sont vraiment des structures pour lesquelles les pirates aiment beaucoup les structures hospitalières et le système de soins de santé. Pourquoi? Parce que le côté, le côté données, sensible des données, est vraiment quelque chose qui est très très important. Donc on peut négocier, quoi. On peut négocier, voilà, malheureusement. Et donc c'est là où on est face à un conflit éthique. Peut-on considérer qu'il est éthique de hacker un hôpital? Bien sûr que non. On est d'accord là-dessus. Mais on parlait justement de la prise en charge du patient, etc. Mais justement, est-ce que le patient se prend suffisamment en charge? Et est-ce que le fait de faciliter encore finalement cette transversalité dans les données, etc., est-ce que finalement le patient ne va pas devenir de plus en plus spectateur de sa santé et pas suffisamment acteur? Je pose la question, hein. Je ne veux pas incriminer qui que ce soit, mais... On peut toujours faire mieux, le patient comme nous. Je ne suis pas inquiet du tout si je me mets comme patient par rapport à cela, parce que je pense justement que le patient va renforcer sa prise en charge par une série d'interactions qu'il pourra avoir avec son dossier médical en dehors du contact avec le médecin. Je suis anesthésiste. Tout le monde est déjà passé en visite chez un anesthésiste. Partout dans le monde, on travaille avec des questionnaires préopératoires à remplir pour un petit peu sérier tous les risques et se dire, tiens, voilà, ce patient est à très haut risque ou ce patient n'est pas du tout à risque. Et donc, la suite va être différente dans le schéma du patient, dans le cheminement du patient, pardon. Et donc, l'apport digital va permettre au patient de remplir cela à son domicile, à son aise, avant le stress de la rencontre avec l'anesthésiste. On sait que tout le monde est stressé quand on voit pour la première fois un médecin et l'anesthésie fait par tout le monde, si je ne prends que mon métier. On aura aussi des patients chroniques qui sont suivis en chronique par un médecin et qui pourront interagir avec lui et déposer des valeurs de tension artérielle, des valeurs d'analyse d'urine, de prise de sang ou autre chose qu'ils ont, et donc l'interaction sera beaucoup plus grande. Et puis, comme l'a dit Adrien tantôt, au-delà du patient lui-même, c'est l'interaction que l'on veut avec la première ligne. Première ligne, c'est qui, c'est quoi? C'est d'une part les médecins généralistes, d'autre part les infirmières en soins à domicile, et quelque part aussi les kinésithérapeutes. Il n'y a pas une semaine où Adrien et moi n'avons pas une réunion avec une société pour préparer, une ou l'autre société, pour préparer cet avenir. Pas plus tard que lundi, on voyait un système formidable qui permet que le spécialiste qui est à l'hôpital, en l'occurrence un dermatologue, ait accès à des photos de plaies d'un patient qui est à domicile, en relation avec non seulement l'infirmière à domicile, mais le médecin généraliste. Et donc, le circuit est complet. Le patient sera pris en charge avec un avis spécialiste de l'hôpital, mais également la première ligne, infirmières et médecins, qui seront auprès de lui au quotidien. Et donc ça, c'est l'apport de demain. Et le patient pourra également mettre dans ce système sa douleur, son ressenti. Oui. Donc oui, non, l'avenir, il va être pris dedans avec le patient, oui, certainement. Il y a quelque chose qui est important pour compléter le propos d'Éric, c'est de dire qu'il y a quand même un changement de paradigme de manière générale, où avant nous étions dans un modèle qui était plus paternaliste, où on ne remettait pas en question le savoir du médecin, où on ne questionnait pas, on ne se renseignait pas, on allait à la consultation, voilà, c'est comme ça, et on suivait tout. Aujourd'hui, on est face à une population qui est mieux informée, qui a des moyens de recherche évidents, qui peut taper sur ChatGPT, voilà mes symptômes, à quoi penses-tu, et arriver chez le médecin en disant, ben, voilà ce que ChatGPT m'a dit. Je pense qu'il est important aujourd'hui de bien resituer les choses. C'est que il y a des spécialistes, hein, il y a des généralistes, c'est une chaîne de soins qui est importante, que les décisions puissent être assistées aujourd'hui, ben, c'est une chose, mais que là, qu'on décide à la place de l'humain, c'en est une autre. Et aujourd'hui, il est fondamental de bien resituer, que ce soit la digitalisation, que ce soit
l'évolution de technologie, que la place de l'humain est fondamentale dans tous ces Évidemment. débats et de toujours partir du principe que même si on utilise à un moment donné une technologie, elle est au service de l'humain. Elle n'est pas à la place de l'humain. Et ça, c'est ce qui va conditionner que demain, on puisse évoluer toujours de manière pérenne dans une qualité de prise en charge que l'on souhaite. Ben justement, on va un petit peu voir ce qu'il en pense l'humain. Enfin, en tout cas, quelques personnes que Eva est allée à leur rencontre. Donc, elle nous a fait ces micro-trottoirs dont elle a le secret. Et on va un peu voir effectivement ce que pensent les gens de la santé d'aujourd'hui. Eh bien voilà, nous sommes là pour célébrer les 50 ans de l'hôpital Saint-Luc. Je suis ici dans le centre de Namur pour aller poser des questions aux Namurois et de savoir comment ils voient la médecine de demain et surtout de savoir comment ils l'idéalisent. Allez, on y va, c'est parti. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu pourrais changer dans la médecine? Qu'est-ce que tu aimerais dans l'idéal? Comment elle pourrait évoluer pour toi? Juste que les soins de santé soient encore plus accessibles à tout le monde et que la prévention, enfin que ce soit plus axé prévention et moins curatif. Plus de personnel, c'est tout. Mettre plus de médecins et d'infirmiers. Mettre plus de médecins et d'infirmiers? Oui. Ouais, pas mal. Trouver les remèdes à tout, genre tous les cancers et tout, enfin toutes les maladies. Ok. Qu'il y en ait plus et que ça soit plus ouvert à tout le monde, je veux dire. Enfin, genre, Que les soins de santé soient ouverts à tout le monde? Augmenter le salaire des infirmières Ouais. et avoir le plus de respect pour le métier d'infirmière. Très bien. Un bon docteur qui a du temps. Un bon docteur? Et qui veut écouter. Un docteur qui écoute un peu plus? Ah oui. Ok. Ça, c'est une très bonne question, mais ce serait de pouvoir soigner les gens plus vite déjà, peut-être. que ce serait bien de mieux payer les infirmiers et les infirmières. Ok. Les hôpitaux, ils sont impersonnels, les gens plus âgés ne s'y retrouvent pas. Et donc vous, avec une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans les hôpitaux de là maintenant? Un accueil, une écoute et du temps. D'accord. Parce qu'il y a le temps pour personne et pour rien. Avant, ça allait encore. Je trouve que les médecins prenaient le temps d'écouter. Et bien maintenant, c'est le timing, allez hop, en avant, en avant. Et des hôpitaux peut-être un peu moins gros. J'allais dire rapide pour aider, genre niveau cancer ou quoi, ça peut aider. Mais sinon, il ne faut pas trop que ça bouge trop vite parce que sinon on est déjà on reste quand même jusqu'à genre 100 ans, 110 ans là, ce serait bien qu'on ralentisse un peu. Un hôpital idéal pour vous, ce serait quoi? Écoutez, pour le moment, les hôpitaux, je crois qu'ils sont plus ou moins tous pareils parce que pour avoir un rendez-vous, il faut attendre longtemps, oui. Le personnel soit plus humain déjà. D'accord, ok. Qu'il y ait moins de retard dans les consultations. Plus de médecins aussi pour avoir des rendez-vous plus rapides. Prendre un rendez-vous, il faut attendre 6 mois. D'accord, ouais. 6 mois, alors on peut finir, la personne meurt dans 6 mois. D'accord, donc l'idéal, un hôpital idéal du futur, Oui. ce serait j'appelle, j'ai rendez-vous dans la semaine. Et voilà, dans la semaine, ça peut y aller, mademoiselle. Et comme ça, on peut sauver plus de gens. C'est vrai. Tu ne trouves pas? C'est vrai. Bah, du coup, il nous manque plus que des baguettes magiques et on est bon. Hein. Ben voilà, on va chercher, je continue ma recherche. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Namurois ont une vision très précise de la médecine et des hôpitaux de demain. Il ne me reste plus maintenant qu'à trouver une baguette magique. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors, est-ce qu'on peut dire, Adrien et Eric, que vous êtes les deux baguettes magiques de la clinique Saint-Luc-Bouge ou pas? Un petit peu quand même. Il faut faire un peu de magie aussi, non? À toi l'honneur. Merci Eric, merci Eric. Je pense qu'on ne peut pas nous qualifier de baguette magique parce qu'en fait, il y a 1300 collaborateurs et ces 1300 collaborateurs sont les baguettes magiques de l'institution. C'est bien. C'est la réalité. Et finalement, si on revient sur le côté voilà, un petit peu plus positif et joyeux aussi qu'on peut rencontrer quand on vient dans un hôpital, il y a ce côté relationnel avec le médecin. Le patient, le médecin, parfois, certains patients ont parfois des témoignages où ils ont vécu des choses incroyables avec leur médecin. Et ça, c'est important aussi ici à la clinique Saint-Luc-de-Bouge, c'est de mettre le patient au centre finalement. Il y a la question du patient au centre. C'est quelque chose qui est évidemment important. Maintenant, la vision peut aussi un peu changer de dire le patient est partenaire, comme on l'a dit tout à l'heure, de sa relation de soins et il contribue à créer de la valeur avec les autres professionnels de la santé. Ce qui est important, et Saint-Luc-Bouge, pour moi, est un hôpital de valeur, dans le sens où, depuis des années, il y a un système de valeurs fort qui imprime une vision, une direction, et dans ces valeurs, il y a la valeur humanité. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on doit se rappeler qu'un hôpital fonctionne pour l'humain et par l'humain. Et si on n'a pas cette vision des choses, c'est quelque chose qui est évidemment très compliqué. Alors,
On a senti aussi une différence sur le côté humain, sur le côté humanité depuis la crise Covid, où effectivement on peut se dire parfois il y a une prise en compte, une compréhension des métiers de la santé qui s'effrite. Et j'aime toujours bien reciter cette phrase, c'est que durant la crise Covid, on a vraiment sacrifié l'essentiel pour l'urgence, et il est important aujourd'hui de se rappeler l'urgence de l'essentiel. Et aujourd'hui, Saint-Luc Bouge, l'essentiel, c'est l'humanité. C'est d'être dans cette volonté d'offrir un service grâce à des personnes qui sont impliquées, déterminées et pour respecter le patient. Mais n'oublions pas que derrière, il y a toute une chaîne de collaborateurs qui est fondamentale et porteur de valeurs humanistes qui sont très très chères pour nous. Alors c'est bien parce qu'on rappelle aussi ici dans le magnéto le côté familial de la clinique Saint-Luc de Bouge, mais est-ce que, à contrario, le fait de digitaliser les dossiers ne risque pas d'enlever un petit peu le contact humain? Pour ma part, non. Pourquoi? Parce que tout dépend de comment on utilise l'outil. Si on part du principe que demain, je ne dois plus réencoder une donnée dans différents dossiers, le temps que je vais récupérer, c'est du temps que je peux consacrer et créer de la valeur pour le patient et créer une plus-value pour le patient. Et quand je dis valeur, ce n'est pas une valeur financière, c'est vraiment une valeur qui va venir ajouter une qualité dans du temps que l'on peut être, pour lequel on peut être présent auprès du patient, auprès des collaborateurs. Alors on parlait de l'urgence, Adrien, mais ils en parlent aussi ici beaucoup finalement de patients. Le citoyen parle de l'urgence quand on veut avoir un rendez-vous. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Il n'y a pas assez de médecins, on doit attendre très longtemps avant d'avoir un rendez-vous. Mais alors, qu'en est-il quand on est malade et que c'est urgent? Alors, le délai des rendez-vous est malheureusement un problème qui est bien présent. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ce problème-là. Il est partout en Belgique et même en Europe. Par contre, je pense qu'il faut savoir rassurer les patients. À partir du moment où un médecin généraliste ou une infirmière à domicile nous appelle et nous dit « voilà, il faut un avis rapide pour ce patient-là », on a toujours un avis dans la semaine. Toujours. On a développé ici à Bouge un système, on appelle ça le fast track, peu importe le terme, où tous les jours, il y a un médecin spécialiste de chacune des disciplines qui est joignable par téléphone pour les médecins généralistes, et on peut directement donner accès à ou par téléphone ou alors en rendez-vous physique de consultation pour les patients. Le médecin généraliste reste la base. Il y en a plus ça doit être la base. Mais bon. Ça doit être la base. C'est lui qui connaît le patient dans sa totalité, qui centralise. Ça doit être la base. Et enfin, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais la relation que nous avons avec les cercles de médecine générale est pour nous primordiale. Parce qu'on a le même patient, on le regarde différemment, avec un point de vue différent, mais le patient est le même. Et c'est lui qui doit être au centre. On a déjà un petit peu parlé ici du futur, on va encore en parler. On va d'abord en parler avec les anciens. On va parler du futur avec les anciens. Peut-être rappeler aussi, si vous nous rejoignez maintenant, que c'est dans le cadre de notre émission mensuelle avec la clinique Saint-Luc de Bouge, donc c'est Grave Docteur, et qu'aujourd'hui on parle et on fête les 50 ans de la clinique. Tout de suite, on revient vers les anciens pour voir un petit peu comment eux, ils voient le futur de la clinique. Je pense qu'il faudrait être un peu plus ralenti. Je pense que les gens devraient un peu se poser, avoir plus le temps de dialoguer et tout ça, quoi, en fait. Parce que je trouve que maintenant, quand une jeune dame va arriver, une jeune infirmière, une secrétaire, n'importe quelle personne, parce que chacun a sa place à Saint-Luc. Il n'y a pas que les infirmières, les médecins, les secrétaires, il y a les femmes d'ouvrage, il y a les dames de la cuisine, il y a tout. C'est toute une structure. Et je trouve que on ne laisse pas le temps aux gens d'apprendre. Parce que même si tu sors de l'école et que tu connais plein de choses, il y a chaque, hôpital, chaque endroit a toujours quelque chose un peu plus spécifique, quoi. Et je trouve qu'on ne laisse plus le temps aux gens de bien apprendre. Voilà. Donc je voudrais que chacun se pose un petit peu, qu'il communique mieux, qu'il apprenne vraiment à dire, voilà, j'apprends correctement à la personne, quoi, en fait. Donc voilà. Et pas vite. Je pense que notre médecine est toujours une des plus performantes d'Europe, mais aussi il y a un frein, par exemple l'imitation des numéros inami, qui fait que la médecine est toujours très performante, mais l'accès pour y arriver est difficile. Tout le monde sait combien de temps il faut pour obtenir une consultation chez un spécialiste.
Et c'est des choses qui ne sont pas tenables. Il faut parfois 2-3 mois, alors que bon, il y a quand même des choses qui sont plus urgentes. Il y aura toujours la relation patient, médecin, patient, infirmier. Ça, cette relation-là, elle est primordiale, on ne peut pas l'effacer. Alors certains vous racontent que ça va se faire avec l'intelligence artificielle, avec des robots, etc. Ouais, encore une fois, ça a sa place, mais ça ne doit pas prendre toute la place. La relation humaine, le malade, il vient la chercher, la relation humaine. Il veut être rassuré, il veut être éclairé sur ce qu'on va lui faire, l'opération qu'on va lui faire. C'est ce qui m'a toujours étonné dans mon métier, c'est d'avoir un patient qui arrive, Madame Dupont, Monsieur Dupont arrive, envoyé par son médecin pour être opéré d'un anévrisme, pour être opéré d'un poumon, du cœur. Et dans les 5 minutes, le patient fait confiance. C'est tout de même incroyable. En 5 minutes, le patient dit oui, quand est-ce que vous m'opérez? Donc il confie, entre guillemets, son avenir, alors qu'il découvre le chirurgien depuis 5 minutes. Ça, c'est une relation qui est unique dans la relation humaine. C'est-à-dire, voilà, je me confie à vous. Et ça, il faut garder la relation, ça c'est capital, ça, l'intelligence, enfin, toutes les nouveautés ne supprimeront pas ça. Et c'est ce dont le malade a vraiment besoin. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même incroyable. Les patients, quand même, qui ont une confiance, je ne veux pas dire aveugle, mais une confiance en tout cas très très vite par rapport aux médecins et aux spécialistes. Ah, ce sont les paroles d'un singe. Hein. Non, c'est impressionnant, je suis tout à fait d'accord avec lui, et on le rencontre dans toutes les disciplines. Il y a cette confiance et il y a également une notion qui m'est très chère, c'est celle de confidentialité. Il faut que le patient puisse arriver, que ce soit avec l'infirmière, avec le médecin, pouvoir dire tout ce qu'il a à dire et qu'il sache que cela va rester dans le cercle clos de la relation, comme Yves le dit très bien, hein, entre le patient, le médecin, l'infirmière, et voilà. Mais on en revient encore une fois sur l'humain, on y était juste avant, c'est l'humain. Mais du coup, c'est confiance d'une part et c'est responsabilité de l'autre. Oui, tout à fait, c'est notre métier. Bah oui, on est rassuré du coup. Alors, quelque chose qui vous tient fort à cœur, Adrien, ici à la clinique, c'est le volet prévention. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être pas encore vraiment intégré dans notre culture à nous, hein, notre culture occidentale. C'est la prévention dans la culture orientale est beaucoup plus présente. Donc, c'est un volet finalement important. Et dans la prévention, il y a aussi finalement la responsabilité du citoyen et du patient par rapport à sa santé. Bien sûr, bien sûr. Mais donc, la prévention de la santé sont des éléments qui font partie d'une politique globale. Donc, ce qu'on va appeler la santé populationnelle. Donc, ce n'est pas la santé de l'hôpital, c'est la santé de la population au sens large. Et donc, c'est comment arriver à faire prendre conscience à tout un chacun qu'il doit être acteur de sa propre santé et comment lui permettre d'acquérir des connaissances, des compétences pour vraiment vivre le plus longtemps en bonne santé. L'enjeu, c'est vivre le plus longtemps en bonne santé, mais la prévention, l'éducation à la santé se met aussi face à des événements brutaux, de maladies ou autres. Voilà, quelqu'un va faire un problème cardiaque, mais il y a aussi toute une prise en charge d'information, d'éducation. Mais donc il faut bien différencier l'information et l'éducation et vraiment la prévention. Et donc dans la prévention, il y a effectivement quelque chose qui est nouveau, c'est comment arrive-t-on à informer de mieux en mieux et à prévenir des maladies en travaillant là-dessus. Le seul problème ou la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que tout cela n'est pas financé et donc il faut pouvoir être créatif, innovant pour pouvoir mettre en place ce genre de propositions, comme nous l'avons fait ici avec le Spring Food Festival par exemple, pour une alimentation saine, durable, accessible, 3 piliers qui sont importants, comme on pourrait penser demain faire la même chose dans d'autres orientations. Encore récemment, nous étions sur le marché de Namur à remettre des ateliers diététiques pour travailler sur la prévention. Dire, tiens, vous avez acheté ceci ou cela, est-ce que vous allez faire attention à ceci, cela, sans être moralisateur. Parce que manger des frites, c'est OK. C'est manger des frites tous les jours qui n'est pas OK. Et donc, c'est comment remettre tout ça en perspective. On pourrait se poser la question de la place de l'hôpital, de manière générale, de la clinique dans cette prévention. Est-ce que c'est son rôle? Alors évidemment, vous avez les ressources en interne pour justement pouvoir faire passer le message. Alors, est-ce que c'est son rôle? Ça, c'est encore quelque chose qui peut être
aller discuter. Je pense qu'il y a une connaissance, un savoir dans les structures hospitalières sur de la médecine spécialisée, sur de la prise en charge spécialisée qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà. Maintenant, mon message n'est pas de dire on s'impose à la population, on s'impose à la communauté, pas du tout. C'est comment vient-on compléter une chaîne de soins pour que vraiment la population, comment le citoyen puisse être le mieux informé et le plus responsable de sa santé. Et ça, c'est quelque chose qui est important. N'oublions pas une chose, c'est que les premières personnes responsables de leur santé, ce sont les citoyens eux-mêmes. Donc, si tous les jours je me lève et je n'ai pas envie de me brosser les dents, c'est normal qu'à un moment donné, je vais avoir un problème. Donc, et ça doit commencer dès le plus jeune âge. Alors, il y a pas mal de choses qui sont réalisées. Et donc, c'est comment aujourd'hui l'hôpital peut venir compléter toute cette chaîne pour que l'information soit vraiment la plus optimale possible pour le citoyen. Ça devrait d'ailleurs se faire à tous les niveaux, au niveau du médecin généraliste, au niveau, à tous les niveaux des professions, en tout cas du médical. Ça doit pouvoir se faire à tous les niveaux. Et j'aime pas cette notion de niveau, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça pourrait impliquer une forme de hiérarchie. J'aime plutôt dire vraiment à tous les points de collaboration. Oui. Pourquoi? Parce que ça resitue bien le fait que chacun est essentiel dans la chaîne de prise en charge. Et aujourd'hui, on montre bien qu'un patient qui va être pris en charge d'un point de vue médical, s'il n'a pas un bon relais par la suite dans une chaîne paramédicale, par exemple, eh bien, c'est un risque d'échec. S'il n'y a pas un bon suivi, c'est un risque d'échec. Un exemple qui est majeur, et je pense qu'on peut être fier aussi de cet exemple, c'est toute la dynamique qui est mise autour de la revalidation cardiaque. Et donc, il y a vraiment une équipe ici qui est dédicacée à cette revalidation, avec un système de suivi, un système vraiment de soutenir les patients dans ce réapprentissage, avec une équipe qui est pluridisciplinaire, avec assistants sociaux, psychologues, kinés, médecins, et j'en passe d'autres, et qui vont vraiment venir dynamiser la prise en charge du patient pour vraiment le rendre le plus autonome possible. Et quand on arrive à créer des phénomènes comme les coronary clubs, on se dit juste, waouh, c'est génial. Là, on a créé quelque chose qui donne une valeur, qui donne une ambition sur ce rôle de prévention, de promotion, et de créer des systèmes un peu de père aidant. J'ai rencontré ce problème de santé, voilà ce que l'on a pu mettre en place pour les lever, et je vous l'explique. Et là, quand on arrive à créer ça avec des patients, je trouve qu'on devient vraiment patient-acteur, et c'est vraiment la plus-value et le meilleur résultat qu'on puisse avoir. Éric Adrien vient d'en parler, le confort du patient. C'est déjà actuel aujourd'hui, ça va encore s'intensifier ici à la clinique Saint-Luc-de-Bouge, mais l'idée c'est de plus en plus de faire de l'hospitalisation à domicile. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ce qu'Adrien a dit. On parle du confort du patient. Tout le monde a déjà été un jour ou l'autre à l'hôpital. On y est bien, mais on est quand même mieux à la maison. Et donc, notre but est d'arriver à faire sortir le patient pour qu'il puisse rentrer chez lui, être confortable, mais en gardant le même niveau de qualité, de sécurité qu'il n'aurait à l'hôpital. Et tout cela se prépare, bien évidemment, avant la sortie. Ça ne s'improvise pas le jour même. Et puis tout cela s'intègre dans un modèle plus large, qui est un modèle de réhabilitation accélérée, bien souvent après chirurgie, mais on le voit de plus en plus également en médecine interne, où le patient est préparé avant son hospitalisation pour que le séjour à l'hôpital se passe le mieux possible et qu'il puisse le plus rapidement possible rentrer à domicile. Troisième notion, celle de médecine personnalisée. Il faut savoir, je vais le définir plus tard, l'expliquer plus tard, à l'heure actuelle, la prise en charge des patients est basée sur des guides de bonnes pratiques internationaux, eux-mêmes basés sur la recherche scientifique, qui donnent les grandes lignes de conduite. Et puis pour certains patients qui sont à plus haut risque ou avec des facteurs divers, on va personnaliser la prise en charge pour qu'elle colle le mieux au patient et que le séjour hospitalier, mais également le post-opératoire et la réhabilitation après à la vie de tous les jours se passe le mieux possible. Donc, réhabilitation accélérée, médecine personnalisée, hospitalisation à domicile, ce sont trois notions pour l'avenir du patient avec notion de confort. Et encore une fois, c'est toujours la même chose, l'humain et le patient au centre. Au centre. On est bien d'accord que l'hospitalisation à domicile, elle est prise en charge par la clinique.
il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement par la clinique, mais cet accompagnement se fait en étroite relation avec la médecine générale et avec les infirmières à domicile de la région du patient. Donc on a des contacts réguliers avec le généraliste. La première chose pour autoriser l'hospice à domicile, c'est que le généraliste soit d'accord de prendre en charge le patient. S'il n'est pas d'accord, le patient reste à l'hôpital. On ne le laisse pas partir comme ça. Et pour les infirmières à domicile, on fait des séances de formation régulières ici pour leur montrer avec quel matériel nous travaillons. Si le patient va sortir avec un cathéter, donc un abord veineux pour le traitement à domicile, on leur montre un petit peu quel est notre matériel, comment cela fonctionne, quels sont les soins spécifiques. Voilà, tout ça est encadré. Tout ça est encadré, tout ça est prévu. Alors quand on parle de futur, on pense évidemment à l'intelligence artificielle. Et je sais que Diederik Legrain nous a fourni une petite vidéo qui pourrait ou pas faire peur. On dit bien que c'est de la fiction. Elle a été élaborée de quelle manière, ces différentes vidéos? Elle a été élaborée de manière relativement simple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de retravailler sur le plan stratégique de l'hôpital avec une vision 2030, 2035. Donc Saint-Luc bouge dans 5 ans, Saint-Luc bouge dans 10 ans. À quoi ça pourrait ressembler? Et donc nous avons invité un panel d'orateurs pour 4 soirées. Et ces 4 soirées stratégiques ont permis vraiment de projeter l'ensemble des responsables de l'institution, du conseil d'administration, du conseil médical, dans quels sont les soins de santé de demain, quelle est la place du patient demain, quelles sont les technologies. Et donc de là est sorti une 60aine de recommandations. Et c'est ce qu'on a soumis dans l'intelligence artificielle auprès d'Idric pour nous donner un scénario, à mon avis fiction, sur qu'est-ce que ça pourrait être demain. Voilà, 2050 même. 2050. Donc on se regarde ça et puis on va voir ce que vous en pensez. Bonjour, je suis le docteur Alexa Moreau, médecin généraliste. En 2050, nous sommes en train de réaliser le rêve d'une santé véritablement préventive et personnalisée pour tous. Mon rôle est comme celui d'une chef d'orchestre, qui coordonne et donne le tempo à une multitude de disciplines médicales. L'intelligence artificielle analyse les données de santé en temps réel, me permettant de me concentrer sur l'aspect humain des soins. Nous prévenons les maladies avant qu'elles apparaissent grâce à des modèles prédictifs avancés. Notre défi, maintenir l'équilibre entre technologie et contact humain. Je suis Iris Taglioni, infirmière en télésanté. En 2050, la technologie nous permet de prendre soin des gens de manière plus efficace et à plus grande échelle. Personnellement, je gère les soins de dizaines de patients à distance. Des dispositifs avancés et l'IA nous permettent d'intervenir de manière proactive. Je guide des robots de soins à domicile grâce à la réalité augmentée. Nous donnons aux patients les moyens de gérer activement leur santé. Malgré toute cette technologie, l'essentiel reste le même. Prendre soin des gens, mais de manière plus efficace et à plus grande échelle. Je suis Elisabeth. À 95 ans, je vis toujours chez moi en autonomie. Ma maison intelligente veille sur moi et mon assistant virtuel m'aide au quotidien. La télémédecine a transformé mes soins. Je n'ai plus besoin de me déplacer pour la plupart des consultations. La médecine prédictive a prévenu plusieurs problèmes de santé avant qu'ils n'apparaissent. Je m'estime privilégiée. Le grand défi d'aujourd'hui est de s'assurer que tous les seniors puissent bénéficier de ces avancées. Certaines choses peuvent être effrayantes dans ce qu'on vient de voir, mais par contre, il y a quand même des choses dont on a déjà parlé, puisqu'il y a quand même l'aspect hospitalisation à domicile, enfin être plus à son domicile, l'aspect humain au centre quand même aussi, la médecine personnalisée. Mais voilà, vous en pensez quoi en fait, Eric, de tout ça? J'en pense que l'intelligence artificielle va être une aide pour le médecin, pour l'infirmière, pour le patient, mais elle sera toujours une aide. On ne fera jamais à la place du médecin ou à la place de l'infirmière. Ça permettra aux professionnels de la santé de dégager du temps pour l'humain, d'accélérer peut-être la prise de rendez-vous. On en a parlé tantôt, il y a des choses qui pourront être traitées par l'algorithme que l'humain aura mis derrière au départ. Mais ça ne doit en aucun cas inquiéter les patients, parce que ceci est... Je crois que c'est une belle fiction ici. Hein. L'intelligence artificielle sera toujours créée au départ par l'humain, pour l'humain. Et donc, c'est l'avenir. Il faudra faire avec. Et c'est une très bonne chose, parce que ça permettra d'améliorer la prise en charge. Une bonne chose à tout point de vue, Adrien?
Une bonne chose à tout point de vue, oui, je pense qu'il faut, la phrase d'Eric est bonne, c'est une fiction, c'est sûr. Il y a déjà des éléments contemporains et d'autres qui le sont un peu moins. Le télémonitoring est une réalité. Alors, il y a d'autres technologies assistives, ne restant pas uniquement braqués sur une forme d'intelligence artificielle, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'on sous-estime l'impact écologique derrière toutes ces technologies. Il faut bien se dire que ces données sont stockées quelque part, que ce transfert de données génère aussi quelque chose, et donc c'est quelque chose pour lequel l'hôpital doit aussi être vigilant. On demande un effort aussi à l'hôpital par rapport à ça, par rapport à l'empreinte écologique. C'est possible? C'est possible, c'est possible. Pourquoi? Parce que on rentre aujourd'hui à Saint-Luc Bouge dans une logique qui est responsabilité sociétale et environnementale, de gouvernance, avec des objectifs de développement durable. Alors on associe souvent, on met des panneaux, on met une éolienne, et comme ça, on fait un peu du greenwashing. Je pense que l'idée est d'aller plus loin aujourd'hui, et c'est ce qui est de travailler, entre autres, avec le département services sous-traités achats, c'est vraiment de venir avec une politique qui va porter sur la sensibilisation de tous les acteurs. Et ça peut paraître un détail, mais aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher en termes d'empreinte carbone au niveau de l'hôpital, ce sont les médicaments. Et donc, en fonction des formes de médicaments qu'on utilise pour le patient, on va avoir un impact qui est différent. Alors bien sûr, il y a les invariables comme le tri des déchets, il y a effectivement réduire les trajets et éviter d'utiliser trop de fractionnement dans les approvisionnements. Bien sûr, c'est une politique globale, mais nous avons tous un rôle à jouer. Alors par contre, j'attire juste l'attention sur le fait de se dire, c'est un peu la politique du colibri. Tout le monde doit faire sa part pour évoluer vers un monde meilleur, en ce compris pour la décarbonation, en ce compris pour les objectifs de développement durable. Alors justement, on arrive aux vœux pour l'hôpital, parce que c'est un anniversaire, c'est 50 ans, et avant de savoir vos souhaits, on a posé la question aux anciens, qu'est-ce qu'ils souhaitent à la clinique Saint-Luc de Bouge pour l'avenir? Le meilleur, voilà, et surtout, je vais dire, qu'ils continuent comme ça, mais surtout qu'ils ne lâchent pas la bride dans le sens où quand ils engagent des personnels, qu'ils essayent d'avoir la personne, je vais dire, pour bien l'éduquer, pour que les patients aussi soient bien. Parce qu'il faut garder un peu de laisse pour les patients aussi, parce que je trouve que ça va vite et parfois les patients ont l'impression qu'on les oublie un peu. Qu'il reste toujours, comme il est maintenant, je pense, au top des hôpitaux de la région. Et j'espère qu'il aura les moyens budgétaires justement pour y arriver. Qu'ils ne dépendent pas que de l'hôpital, mais qu'ils dépendent aussi des autorités. Continuer en tout cas cette excellence, continuer dans les projets de construction, d'aménagement, toujours pour l'accueil aux patients. Et rester Saint-Luc, garder, c'est assez unique en Belgique, cet esprit Saint-Luc. Il faut pas trop y bouger, parce que sinon on va se retrouver avec un peu l'esprit qui font que d'autres cliniques sont les jugées en tout même plus difficiles dans l'entente, dans les services. Il y a des services qui se vident, il y a des services où il y a des disputes, etc. Donc c'est vraiment, moi j'ai passé, ça n'a pas été facile, mais il y avait toujours une entente et un respect, toujours. Et alors une clinique comme ça, 300 lits, vous êtes dans l'ascenseur, vous pouvez dire bonjour, vous connaissez les personnes. Quand vous êtes dans des monstres de 1500 lits, c'est l'usine, vous ne connaissez plus les gens. Et ça vraiment, je n'aurais jamais fait carrière dans une grosse clinique. Je n'avais pas la mentalité pour ça. C'est quand même agréable de voir que les anciens ont une aussi belle vision toujours de là où ils ont travaillé. 50 ans, les 50 prochaines années, Adrien? Les 50 prochaines années, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est par l'humain, pour l'humain, avec l'humain. Ça, je pense que c'est quelque chose qui était vraiment en fil rouge tout au long des témoignages, tout au long des vidéos et tout au long des attentes aussi des citoyens. Ça, c'est de garder et de rester dans cette philosophie qui est vraiment super importante. La deuxième chose, c'est vraiment que le monde de la santé, que les institutions de soins et que les professionnels de la santé
comme ici à Saint-Luc-Bouge, soient reconnus à leur juste valeur et dans des conditions qui soient les plus optimales possibles. Et ça nécessite des réformes. Et vraiment, de tous mes voeux, je souhaite que des réformes porteuses soient aujourd'hui présentes. Après Saint-Luc-Bouge, pour l'avenir, c'est l'ouverture, c'est la collaboration et c'est avoir un projet médical, un projet paramédical, un projet global qui a du sens et qui crée de la valeur auprès du patient, aussi bien en termes qualitatifs qu'en termes d'humains, portés par des valeurs qui sont profondes. Et donc de continuer ce que des visionnaires ont fait il y a 50 ans pour les années à venir. Et ça, c'est fondamental, tout en réfléchissant toujours à une stratégie de diversification qui va faire que l'hôpital a sa place dans son ancrage ici sur Namur. Bien. Éric, quelque chose à ajouter? Oui, cela fait 50 ans qu'on relève les défis et on continuera à les relever. C'est juste impossible de dire à l'heure actuelle de quoi sera fait l'hôpital et la médecine dans 50 ans. Il y a 50 ans, on n'imaginait pas du tout faire ce que l'on fait aujourd'hui. Donc forcément, il faudra s'adapter, relever tous les défis les uns après les autres, avec l'humain, comme l'a dit Adrien. Et puis voilà, je pense que dans l'émission, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'informatique, on a parlé de finance, on a parlé d'intelligence, on a parlé d'une série de choses. Mais à la base, nous sommes un hôpital. Et un hôpital pour des patients, des humains qui sont malades ou qui ont un problème. Et notre rôle, c'est de les traiter au mieux. On l'a bien fait et on continuera à le faire. Moi, je conclurai en disant que ça fait quelques mois maintenant que je travaille en collaboration avec la clinique Saint-Luc de Bouge et que suite aussi à cette émission, j'espère ne pas être malade, vraiment. J'espère que je ne vais pas tomber malade, mais je viendrai en tout cas en toute confiance ici à l'hôpital si j'en avais besoin. Donc ça, c'est quand même, ça montre quand même que le message passe. Et puis surtout, vous souhaitez un bon anniversaire, parce qu'il s'agit quand même de ça. Donc bon anniversaire. Voilà, merci, bon merci anniversaire à tout le personnel et à la clinique Saint-Luc de Bouge. Et puis merci à vous de m'avoir accompagné ici en plateau et merci à tous nos intervenants ainsi qu'à l'équipe technique d'avoir permis la réalisation de cette émission. Et nous on se retrouve le mois prochain pour continuer donc ces mensuels de ces graves docteurs avec d'autres médecins en plateau et un nouveau sujet. À très bientôt.